Et je partage mon écran. Ça fonctionne. Donc, semaine 3, on parle d'anticipation, de proactivité. La semaine 3 est une semaine que j'affectionne particulièrement parce que j'aime beaucoup tous ces aspects de gestion qu'il y a dans le quotidien du chef de projet. Et ce que j'aime surtout, c'est que ces 3 catégories de gestion, les risques, les incidents, les problèmes, je l'ai apporté chez un client qui me paraissait très mature dans la gestion de projet, et qui pour lui, ces activités-là, surtout les risques et les problèmes paraissaient désuets. Et lorsque je l'ai présenté de manière structurée, parce que c'est vrai qu'on peut arriver dans une entreprise, et dire: «On gère des risques» et cetera, mais il y a pas forcément de structure, c'est juste une réunion, voilà, on en discute et cetera et puis, on dit: «Bah, voilà, un tel va faire ci, un tel va faire ça». Hem Derrière, le fait d'avoir, des choses concrètes, un tableau, un registre, des personnes affectées, des responsables de risque, ça professionnalise la chose et ça permet, d'avoir un suivi qui est complet et quelque part, là aussi, hein, c'est un support qui permet, de vous partager la phrase que je répète souvent: «Le chef de projet n'est pas responsable de tout». Donc le fait que, vous enregistriez des risques, dans un registre avec, une description complète, des responsables de risque, un ensemble qui permet d'identifier que, un potentiel incident peut arriver, qui permet de mettre en avant, une potentielle faille dans le projet ou dans sa gestion ou, dans ce qui a été prévu. Quelque part ça met en avant la responsabilité de toutes les personnes qui sont censées aussi, vous épauler, et qui sont censées, peut-être prendre aussi une action, particulière. Donc quelque part, c'est important, la gestion des risques, notamment pour ça, d'avoir cette revue qui est réalisée de manière régulière, c'est-à-dire environ tous les mois. Je pense à mesure d'un comité de pilotage que vous verrez la semaine prochaine et de les enregistrer et également d'en faire ressortir, le résultat d'une matrice. Donc, la matrice des risques, c'est ce que vous voyez tout en bas de l'écran. Vous le voyez avec 3 différents niveaux de matrice. Il y a une matrice à 3 niveaux, parce que vous voyez 3 cases pour la probabilité, 3 cases pour l'impact. Une matrice à 4 niveaux, une matrice à 5 niveaux. Alors comment on fait pour choisir quel type de matrice on associe au risque? C'est une question qui me revient souvent, c'est pour ça que je me la pose à moi-même et je vais vous répondre. Quelque part, la matrice des risques, le niveau de matrice des risques va dépendre du volume, surtout de risque et de l'intention de finesse que l'entreprise veut avoir par rapport, au cloisonnement de ces risques. Pour faire simple, si vous devez traiter de manière régulière, si vous voyez que le projet est suffisamment conséquent et qu'il génère, une trentaine de risques, une quarantaine de risques et donc que quelque part, il va falloir prioriser et dire: «Ben, il y a des risques qui sont très, très forts, d'autres, forts moyens, d'autres forts en dessous, forts moins, moins». L'idée de pouvoir se dire: «OK, on priorise les risques les plus forts et on se focalise uniquement là-dessus, et on essaye d'installer une hiérarchie». Lorsqu'on a un volume conséquent, en effet, la matrice à 5 niveaux va être intéressante. Mais lorsqu'on traite des risques qui arrivent de manière régulière, quelque chose d'entre 15-20 risques, environ chaque mois qui sont enregistrés comme ouverts dans le registre, à ce moment-là, la matrice à 3 niveaux est suffisante. Donc après, on a l'intermédiaire 4 niveaux, à l'entreprise, aux personnes qui travaillent avec vous de faire le choix. Mais de manière générale, on travaille avec 3 niveaux. Si vraiment on veut pousser la finesse, au bout de son paroxysme, on ira à la matrice à 5 niveaux. Est-ce que vous savez comment, on joue un petit peu avec, cette matrice pour justement placer les risques et leur criticité sur cette matrice? Est-ce que vous savez ou est-ce que vous voulez que je réalise une petite démo? Je voudrais bien une démo complémentaire parce que dans l'exercice où on devait créer du coup notre propre matrice avec le taux d'impact et la probabilité, j'ai eu l'impression d'avoir tendance à mélanger l'un et l'autre et du coup de mettre des 5, des 3, des... C'était pas hyper clair pour moi en tout cas, OK. personnellement. Non, Ouais, pas de pour moi, c'est pareil. Effectivement, on a du mal à positionner le degré de risque. yes. Donc, aussi, ce qui va venir compléter, la démo, généralement je le dis après, mais c'est maintenant qu'on en parle, c'est vrai que tout est affaire d'appréciation.
Ce terme va avoir une importance dans la manière dont on qualifie un risque. L'appréciation d'un risque, c'est, comment on va définir de manière, plus ou moins exacte que la probabilité sera de temps et que l'impact sera de temps. Et tout ça est une affaire d'appréciation. Si vous, chef de projet, c'est vous qui réalisez ce registre de risque, parce qu'au départ, c'est bien d'être l'initiateur des choses, parce qu'en effet, si vous lancez, une bouteille à la mer et vous dites: «Pour telle date, envoyez-moi vos risques», il y a 80 de chances que vous allez rien recevoir du tout. Il vaut mieux plutôt, voilà, écrire une liste de risques, même s'ils sont faux, même avec, une mauvaise probabilité, un mauvais impact, mais avec votre appréciation. Parce que le but sera d'arriver à la revue et de dire: «Bah, voilà, j'ai 10 risques, les 10 risques que je pense dans le projet. Moi, je suis pas expert de tout, moi, je suis juste chef de projet, mais je vois ces risques dans le projet». L'idée est qu'on puisse se mettre d'accord sur, voilà, le risque numéro 1, est-ce que vous êtes d'accord sur la probabilité? Vous êtes d'accord sur l'impact? «Ah non, 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 en fait, l'impact, c'est plutôt tant parce que tu as pas pris en compte que tu as». OK, OK, on change. Tout le monde est d'accord? OK, hop, on passe au suivant. Et l'idée est de pouvoir faire cette revue, pour justement se mettre d'accord sur quelle sera la matrice de risque au moment T. Donc cette, revue, c'est pour ça aussi, hein, j'insiste, le chef de projet n'est pas responsable de tout. Vous êtes responsable de présenter ces risques et de faire en sorte à ce qu'on puisse, les avoir mis à jour. Mais l'idée est qu'on puisse avoir une photo la plus, exacte possible et c'est pas forcément votre vision qui est la plus importante, c'est peut-être celle du commanditaire, celle de l'architecte, celle d'une personne qualifiée pour mesurer, aussi le risque. Pour la démo, voici comment procéder et on va prendre, le cas de figure de l'anniversaire de mon neveu. Si vous vous rappelez, mon neveu, hein, qui est né le 8 novembre, l'idée est qu'on réalise, en extérieur un baby-foot, géant. Donc quelque part, il y a un risque qui s'annonce assez, prononcé, qui est celui d'être impacté par, des intempéries, ce qui pourrait un petit peu gâcher la fête. Donc je vais prendre 3 cas de figure par rapport à ce contexte d'anniversaire. Le premier est celui de l'anniversaire lui-même. L'anniversaire se passe en novembre et la question qu'on se pose, c'est en clair, quelle est la probabilité, que la pluie vienne impacter l'anniversaire, lors de cette date donc du 9 novembre, 2025. Donc la probabilité que la pluie intervienne à ce moment-là, pour ce projet-là, à ce moment-là, c'est plutôt fort. Au mois de novembre, on est quand même plus habitué à avoir de la pluie, donc on peut pas nier qu'au mois de novembre, il est censé pleuvoir assez souvent. Et l'impact, si la pluie intervient, donc si vraiment il pleut à ce moment-là, l'impact sera fort puisqu'on ne pourra vraiment pas jouer dehors, ce ne sera pas agréable du tout. Donc voilà pour le risque numéro 1. Deuxième contexte, toujours ce même anniversaire. En revanche, on se dit que, allez, on sait qu'il aimerait vraiment le baby-foot. Par contre, on va essayer de le faire à un moment où il fait plus beau. Donc, on va prendre le mois de juin, le mois de juillet. On sait qu'on aura plus de chances de participer, de plus en profiter. Et donc, quelque part, la probabilité que la pluie intervienne, il est plutôt faible. J'ai pas dit zéro, il est faible. Au mois de juillet, au mois d'août, juin, peu importe, c'est plutôt une saison estivale. Donc, on est plus à même de jouer à l'extérieur. En revanche, si la pluie intervient à ce moment-là, bah là, la fête est aussi gâchée, mais l'impact, il sera fort. Donc, on atterrit sur cette zone jaune. Troisième contexte, là, on se dit qu'on va se prémunir de tout. On va prévoir, en fait, on va aller chez un oncle qui a un préau, et quelque part, on va pouvoir, installer le baby-foot, même qu'il pleuve ou qu'il neige, ou qu'il vente, on va pouvoir installer ce baby-foot sous un préau. S'il fait beau, de toute façon, on aura le courant d'air. S'il pleut, de toute façon, on est couvert. Donc, le baby-foot sera installé, la fête pourra avoir lieu et que ce soit à n'importe quel moment de l'année. Donc dans ce cadre-là, la probabilité que la pluie intervienne, on va toujours le laisser, au mois de mai puisqu'on aimerait quand même faire du foot quand il fait beau, donc c'est plutôt faible. Et par contre, l'impact si la pluie intervient, donc même si la pluie arrive, bah, elle va pas gâcher la fête du tout puisque la pluie va pas du tout nous toucher, on va toujours pouvoir jouer au baby-foot. Donc là, on a aussi du côté faible. Donc, voilà 3 cas de figure différents. Donc dans un vrai projet, on n'a pas 3 cas de figure, on a un contexte, mais 3 risques différents. Donc là, je l'ai présenté de manière différente pour qu'on puisse, s'approprier le contexte et jouer avec. Mais l'idée est de pouvoir se dire, voilà, comment on peut jouer facilement avec la matrice et de se dire, ben voilà, lorsque vous êtes dans une revue, le but est aussi de gagner du temps, et donc pas forcément d'aller dans le calcul. OK, je multiplie l'impact par machin, OK, ça fait tant, là ça fait tant, et cetera. Là, on sait tout de suite sur la carte
voilà où sont les risques, et on sait tout de suite, le commanditaire sait identifier, se dire, tous les risques dans la zone rouge, là, on va traiter cela en premier. Donc il y a le R1, et cetera, et cetera. Est-ce que vous avez compris la procédure? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous paraît clair? Oui, ça me paraît clair. J'ai bien compris la procédure, ce qui veut dire que, si je ne me trompe pas, la phase avec 3 probabilités et 3 impacts, ça serait la plus courante à utiliser. Oui, c'est la plus courante à utiliser. Après, si on va plus loin, on peut affiner. Exactement, tout à fait. Ok, Ouais. parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si pas d'autres questions, on passe aux incidents. Les incidents sont plutôt des faits avérés. Ça veut dire que, un incident est quelque chose qui vient impacter le projet. La différence entre le registre des incidents et le registre des risques, c'est qu'on va enlever cette variable de probabilité. Il y a plus de probabilité, l'incident est là. Donc il y a plus de question de: «Est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'il va peut-être arriver? Est-ce qu'il y a de fortes chances qu'il arrive ou pas du tout?» Il est là. Donc on enlève carrément ce paramètre. La gestion des incidents est plus dynamique. Ça veut dire que les incidents sont des événements qui sont subis directement par les personnes opérationnelles, qui sont directement sur le terrain, qui sont en charge, des livrables, des lots de travaux, et qui quelque part remontent une alerte, remontent un fait qui, bloque le projet. Les incidents, eux, sont négatifs. Donc les risques, hein, j'en ai pas parlé avant, mais on a des risques positifs qui sont des opportunités. Le risque qu'un concurrent perde une part de marché, c'est une opportunité pour nous, donc il faut le traiter comme un risque positif. En revanche, les risques négatifs, on en a parlé avec la pluie, etc., etc. Les incidents donc sont dynamiques, donc on les revoit plutôt de manière hebdomadaire. Quelque part, c'est un petit peu au rythme d'un comité de projet, qu'on verra aussi en semaine 4, donc la semaine prochaine. Mais là aussi, les incidents peuvent arriver de 2 manières. Soit c'est une résultante d'un risque, ça veut dire qu'on a identifié un risque, c'est devenu un incident, et là, il faut bien penser à retirer l'élément risque de risque, parce que ce n'est plus un risque à traiter, ce n'est plus un risque à revoir, il est qualifié maintenant en incident. Ou bien c'est un incident qui survient, un fait qui arrive et qui n'a pas forcément été prévu. Et en effet, on n'est pas Madame Irma, on n'a pas forcément une boule de cristal pour tout enregistrer dans un risque. Donc ce n'est pas grave, un incident arrive, on l'enregistre. Même si un incident met peu de temps à être traité, dans la journée, quelques heures, un jour ou deux, c'est toujours important de les enregistrer. Pourquoi? Parce qu'il est possible que d'autres personnes dans le projet puissent elles aussi être impactées par un incident et qui plus est, similaire à quelqu'un, à une personne qui a déjà rencontré cet incident. Et donc le but, c'est de pouvoir peut-être gagner du temps et de se dire, dans un premier temps, quand on a un incident, c'est de dire: «Est-ce que ça a déjà été rencontré par le passé?» avec des mots-clés. Et c'est pour ça que dans le registre, je l'ai mis, hein, sur la plateforme, c'est bien d'avoir cette partie catégorie et de se dire que, OK, dans la catégorie untel, est-ce qu'il y a un incident qui ressemble au mien? Et donc s'il y en a pas, bon, OK, personne ne l'a eu, hop, j'enregistre le mien et c'est quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux incidents? Pas de questions. Par rapport aux problèmes, les problèmes, eux, ont une résultante différente. Ça peut être la résultante d'incidents répétés et donc là, on parle d'incidents qui ont été enregistrés de manière successive, plusieurs fois, pas forcément le même jour, hein, mais des incidents qui sont intervenus dans le projet, enregistrés par la même personne ou par des personnes différentes. Et quelque part, on se dit: «Bon, OK, c'est vrai, c'est des incidents, pardon, qui ont été résolus assez rapidement, donc on perd pas trop de temps. Bon, par contre, c'est arrivé déjà 15 fois, faudrait peut-être pas que ça arrive, une centaine de fois parce que là, on peut compter le temps perdu, et l'idée est de pas en perdre davantage. Donc là, on peut ouvrir un problème et de manière à éviter que ces incidents surviennent de nouveau. Même s'il y a pas un impact conséquent lorsque un incident arrive, le fait que cette résultante d'incidents successifs, intervienne dans le projet a un certain poids dans la gestion du projet. Donc ça, c'est un fait. Et l'autre, ça peut être, le fait d'un problème de dysfonctionnement général. Vous percevez, vous ou les équipes perçoivent que, il y a un problème de transmission d'informations et les équipes se disent: «Ben, voilà, c'est bizarre, là, on sait on l'a transmis ici, à un autre endroit, ils n'ont pas reçu l'information et quelque part, il y a quelque chose qui se perd, sur la chaîne». Donc c'est bien de se dire: «Bon, OK, c'est pas forcément un incident en soi parce qu'il y a quelque chose qui a été traité, ça a été fait, mais il y a peut-être quelque chose qui pourrait manquer un jour». Et donc l'idée de se dire: «OK, on s'assoit, tous ensemble et on essaye de trouver
comment on peut résoudre ce problème. On a 2 manières, en tout cas, j'ai proposé d'utiliser 2 manières pour résoudre un problème. Il y en a pléthore, mais les 2 qui sont pour moi faciles à utiliser, en tout cas qui sont pertinentes, sont le Ishikawa et les 5 pourquoi. Ishikawa, peut s'utiliser avec, plusieurs personnes. C'est difficile de traiter un problème, avec Ishikawa, de manière individuelle. Donc il vaut mieux, s'équiper, s'entourer, de plusieurs personnes qui ont une vue sur le problème, une vue de son contexte. Ça permet d'identifier un petit peu, de qualifier, différentes arêtes, donc les différents moyens, milieux et cetera, pour le problème en question. Pour en faire ressortir, la résultante, la source et quelque part la détruire, l'atténuer, et enfin résoudre ce problème. Voilà comment fonctionne la méthode d'Ishikawa, qui nous vient d'Asie. Et la méthode des 5 pourquoi peut être utilisée de manière individuelle, mais aussi collective, hein, mais pour être, efficace, l'idée de vraiment se poser la question «pourquoi?» au bon endroit, sur un problème en question. Pour ces 2 méthodes, j'ai pris un même problème sur la plateforme, hein, vous l'avez vu, par rapport aux crevaisons de vélos qui interviennent, lorsque le produit est livré au client. Et donc quelque part, voilà, avec ces 2 méthodes, en posant la bonne question, donc avec 5 pourquoi et Ishikawa, on est capable de mettre en avant, la source du problème et essayer de l'éradiquer. Est-ce que vous avez des questions sur ces différentes formes de gestion, les risques, les incidents et les problèmes? Alors moi, j'en ai une sur les problèmes. Euh, tu as en partie répondu. Donc tu as dit qu'il existait d'autres méthodes que Ishikawa et les 5M, que je connaissais déjà. Et du coup, en fait, je me demandais si éventuellement on pouvait, si tu peux nous en donner d'autres par mail ou par message dans le chat ou autre, qu'on puisse se renseigner dessus aussi. Parce qu'effectivement, de mon côté, je me souviens les avoir vus en DUT il y a une quinzaine d'années maintenant, ces deux-là. Je crois que j'en avais vu d'autres, mais il faudrait que je retourne dans mes cours. Et du coup, la question, en fait, ce que j'attendais aussi de la formation CCI, c'était peut-être d'en découvrir de nouvelles, qui soient un peu moins classiques, j'ai envie de dire. Euh, mais du coup, voilà, la question là, c'est est-ce que c'est possible d'avoir une liste de 2 ou 3 autres supplémentaires ou juste un supplémentaire à Oui, bien rajouter sûr. à... Alors j'étais tombé, une fois sur un site qui expliquait pas mal de méthodes, de gestion de problèmes. Est-ce que tu peux le mettre sur le Padlet en termes de questions, enfin, soit sur ta page ou ailleurs? Comme ça, quand je tombe dessus, j'y penserai. Mais en effet, c'est vrai qu'il existe pas mal de méthodes. Moi, Ishikawa, c'est vrai que, enfin, je trouve ça redoutablement efficace. Donc même si tu l'as vu il y a longtemps, c'est vrai que enfin, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne très bien quand on sait, bien l'utiliser. Hmm. 5 pourquoi, il faut bien l'utiliser, mais c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, oui, pas de souci pour regarder, je sais que j'ai enregistré des liens à ce sujet. Comme ça, je te partage, et je partage à la classe, les différentes méthodes possibles. Top, merci. C'est comme du coup, je me souviens la semaine dernière et j'ai pas forcément rebondi dessus, mais et que je regarde le replay, mais du coup, c'était peut-être s'il y avait d'autres outils de gestion autres que les sites payants ou un tableur euh, qui, qui sont utilisés. Moi, de mon côté, personnellement, j'utilise Notion, la plateforme Notion à titre personnel et business. Et je Mais crois qu'il y a du Trello coup, qui est pas mal aussi. Il me semble que je suis pas sûr que ce soit payant, Trello. Trello aussi, je l'ai utilisé, je l'ai pas forcément trop aimé, personnellement, un peu trop classique à mon goût. Notion va plus dans le détail avec la modularité qu'on peut rajouter des trucs plus intuitifs. Mais voilà, c'était juste, je le posais dans le Padlet et puis comme ça, je formulerai plus facilement ma pensée. Pas de souci, ça marche. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on passe du volet surveillance, donc la deuxième et dernière partie de de cette classe. La surveillance, elle passe par, 2 aspects. Alors, il y a la partie, budget
et projet qui englobe aussi la partie budget. Je parle du budget, mais c'est vrai qu'en tant que chef de projet, c'est pas dans toutes mes missions où j'ai eu la charge du budget. Mais pour ceux qui l'auront ou qui l'ont, c'est vrai que c'est important de savoir comment jongler avec. Je travaille aujourd'hui pour des clients qui me demandent pas du tout de gérer cette partie budgétaire, ni contractuelle avec des fournisseurs, par exemple. Mais par le passé, j'en ai eu d'autres qui me donnaient les clés entières jusqu'à l'entretien des personnes que je devais recruter dans le projet. Donc voilà, il y a vraiment toutes les écoles dans la gestion de projet. Dans le cas où la surveillance est importante dans le projet et qu'elle peut englober la partie budgétaire, c'est important de le faire à différents niveaux, puisque ça permet d'avoir des visions à différentes échelles. Donc les différents niveaux sont ceux qu'on a pour les différentes phases du projet, donc phase, sous-phase, lot de travaux, donc les différents niveaux de déroulement du projet. Mais aussi avec cette variable, ces variables que sont le budget alloué, le prévisionnel et le consommé. Ces 3 variables sont celles qui sont importantes et retenues par les personnes haut placées et qui permettent de, elles, corréler si oui ou non un projet est sur la bonne voie. Donc quelque part, lorsque vous êtes à un moment T et que vous devez présenter le budget du projet, c'est toujours bien de se dire, ben voilà, à ce moment-là, on a consommé tant, et par contre, en prévisionnel, on avait prévu tant, et le budget qui a été alloué, donc au total, c'est tant, et on s'était dit que par rapport à ce budget alloué, on en serait à tel niveau. Et ces différents curseurs permettent de savoir si, par rapport à ce qui a été alloué, est-ce que vous êtes au-dessus, en dessous? Est-ce que votre prévisionnel est au-dessus du budget qui a été approuvé, qui a été fourni? Ce qui permet déjà de donner un indice au commanditaire de se dire, bon, est-ce qu'il va falloir que je prévoie une rallonge ou pas? Ou est-ce que vous allez apporter des arguments pour dire, bah, oui, en effet, le prévisionnel est un petit peu au-dessus, mais on a vu qu'un livrable qui allait se faire en quelques mois devrait prendre beaucoup moins de temps et donc du coup, et quelque part, moins de ressources. Donc c'est important de pouvoir aussi jauger là-dessus. Et pour le budget, c'est toujours important pour le projet pardon, c'est toujours important de corréler la progression du projet avec celle du budget. Si vous dites à votre commanditaire: «Ben voilà, on est à 6 mois, du projet sur l'année prévue, donc on a prévu 12 mois de projet, on est à 6 mois et on a prévu la moitié des livrables sont livrés». Donc difficile de se dire, ça paraît bien, hein, la moitié des livrables livrés en un moitié de temps. Par contre, est-ce que c'était vraiment ce qui était prévu? On ne sait pas. Par contre, si vous le corrélez avec cet aspect financier, de se dire, ben voilà, les ressources qu'on a mis pour arriver à cette fin-là et celles qu'on avait prévues, ça permet de se dire, ben voilà, on est à la moitié du projet, mais aussi on est en phase avec le budget. C'est différent de se dire qu'en effet, on est à la moitié du projet, c'est bien. Par contre, on a cramé le budget, on a dû embaucher 25 personnes en plus. Et donc là, quelque part, le commanditaire ne pourra pas forcément être satisfait. Il devrait se dire, mais attendez, vous avez dépassé un petit peu ce qui était prévu. Donc quelque part, c'est toujours bien de corréler les deux. Le fait de réaliser ces présentations de manière régulière permet d'éviter les déviations, comme je viens de vous le dire, de voir que en fait, on a consommé 80% du budget alors qu'on est à la moitié des livrables. Ça, c'est des choses qui ne peuvent pas arriver si tous les mois ou à la fréquence que vous demande le commanditaire, vous présentez un budget. S'il évolue de plus 1% au moment T et de plus 3% au moment T3, donc là, il va voir la petite sonnette. Est-ce que vous pensez que ça va aller à plus 5%? Voilà. C'est toujours mieux que de faire un suivi de budget tous les 6 mois. Et là, la déviation peut être dramatique et peut être très lourde. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Et aussi, je vous ai transmis, il me semble, hein, les infos par rapport aux modalités de passage à l'examen. Vous l'avez bien reçu? Oui. Est-ce que vous avez des questions aussi par rapport à ça? Moi, j'avais une interrogation par rapport à Word. Oui. C'est exclusivement Word, c'est ça? Pas exclusivement, non. Parce que En fait, si je me trompe pas, c'est un document en ligne. Donc il faut cliquer sur un lien. C'est pas forcément une pièce jointe. S'il n'y a pas de licence, si vous n'avez pas la licence Word, c'est pas rédhibitoire.
il y a un lien qui vous permet qui vous ouvre un document directement depuis votre navigateur et vous pouvez le remplir en ligne. De ce que je me souviens, ça fonctionne comme ça. Il y a pas de, en tout cas, on s'affranchit vraiment des problèmes de licence. Par rapport au passage à l'examen. Sinon, il y a des outils comme même les boîtes mail peuvent ouvrir des fichiers docx. J'ai un compte Google. Quand vous m'envoyez un doc, il s'ouvre directement dans Gmail, il s'ouvre même pas dans mon Word. Donc, il y a aucun blocage par rapport à ça. Ok, c'est parce que je m'interrogeais pour l'enregistrer et le renvoyer en fait. Parce que du coup, moi, je serai avec mon PC perso, donc j'aurai pas de licence. J'ai pas de licence sur mon perso. Oui, ça devrait pas Mais poser de soucis. j'ai Google Doc et etc. Donc voilà. Oui, avec Google Doc, tu peux ouvrir un fichier Word. C'est pas un problème. Si, moi, j'avais une question par rapport à la programmation des deux prochaines visions. Donc, la prochaine, c'est lundi. Je serai malheureusement en avion, donc je ne pourrai pas y assister. Oui. Donc, c'est moins gênant, mais ça sera la dernière. Donc, je pense qu'elle a été importante, tant pis. Et la préparation est le 21. Oui. Le 21, je suis aussi en déplacement, en vacances. Désolé. Et donc, celle-ci peut se faire sur combien de temps? Alors, c'est une session qui dure 1 heure. Elle sera aussi enregistrée. C'est la même classe auquel vous assistez aujourd'hui. Donc, elle sera enregistrée et donc elle sera disponible aussi en visio. Donc, aucun souci pour ça. Donc, le replay fonctionne très bien, pour info. Concrètement, j'ai testé pour la semaine dernière. Okay, donc concrètement, si je ne suis pas la 4e visio, que je me connecte 1 heure le 21, on est censé être prêt pour le 28. Bien sûr. Ok, parfait. Super. Avec un petit peu de travail et d'huile de coude, bien sûr, mais. Oh, bien sûr. Les supports de cours, déjà, ils vont être disponibles après. Est-ce qu'on aura un support qui va nous être envoyé après aussi? Alors, il y a un document qui résume toute la formation qui est accessible lorsqu'on arrive à la toute fin, la toute dernière capsule. Il y a un PDF qui est téléchargeable et qui résume, alors c'est pas la formation telle que vous l'avez eue, mais qui résume les différentes informations importantes de la formation. Donc ça, vous l'obtenez à la fin. Et la plateforme est accessible durant 6 mois après votre passage justement sur cette dernière capsule. Donc, vous avez un accès 6 mois sur eWork. Parfait, merci. Si pas d'autres questions, écoutez, je vous propose de clore pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end. Je continue mes réponses à vos exercices et on se retrouve donc pas vendredi prochain, mais le lundi qui suit. Merci, bon week-end. Bon week-end. Oui, bon week-end à tout le monde. Au revoir.